Je suis très heureux d'accueillir Ivan Gratchev, qui est, vous le savez peut-être pas, président du Centre for Liberal Strategy à Sofia, qui est membre fondateur du Conseil des relations internationales, directeur exécutif de la Commission internationale pour les Balkans, qui participe aussi à l'Institut des sciences humaines de Vienne. On pourrait multiplier, je veux dire, il y a des CV, ces articles dans Foreign Policies, dans le New York Times, etc. C'est un essayiste de très grande qualité qui a beaucoup écrit sur l'Europe. Alors, il a écrit notamment Democracy Disrupted, il a écrit After Europe et L'âge de la régression qui vient de paraître aujourd'hui. Et le second ouvrage, After Europe, vient d'être traduit en France, Le destin de l'Europe. C'est un essai, je dirais, tout à fait passionnant. Qui défend des positions, alors c'est ce qui nous fait le grand plaisir de vous avoir parmi nous, des positions qui sont assez anglais, qui sont surtout personnelles. L'ouvrage commence presque comme un roman d'ailleurs. Vous savez, il y a deux sujets, mon éditeur me l'avait dit, mais j'ai persévéré, il y a deux sujets qui ne font pas vendre les livres, la défense et l'Europe. Alors quand on parle de la défense européenne, j'allais dire c'est le pire, ben, ça c'est un livre, je dirais, qui a tout l'avantage de partir comme ça sur un sujet aussi difficile en sollicitant Joseph Roth, la marche de Radevski. Joseph Roth qui est mort, vous le savez, à Paris, pas très loin d'ici, à peu près au niveau du Sénat, où il a passé les dernières années de sa vie, les 6 dernières années de sa vie, de 33 à 39. Il y a d'ailleurs un excellent livre qui s'appelle « L'exil à Paris », et qui, d'une certaine manière, part de la métaphore de Roth comme un Ulysse sans Ithaque. Et d'une certaine manière, est-ce que les Européens ne sont pas aussi des Ulysses sans Ithaque, sans terre promise ou sans île de retour, sinon leur patrie? Et donc, je rentre dans le livre, Ivan, et en rentrant dans ce livre, après, on arrive à la métaphore de la monarchie des Habsbourg, de la monarchie autrichienne, la Kakanie, Kaiser and König, et l'idée que ce qu'on n'a pas réussi à faire sous cet empire, c'est-à-dire la juxtaposition harmonieuse de tant de sociétés, de tant de peuples, de tant de cultures, est-ce que le projet de l'Union européenne, bonsoir Maxime, est-ce que l'Union européenne peut y parvenir? Je ne vais pas développer plus parce que Ivan va pouvoir parler lui-même de son livre, de son propos, mais je pense que de l'entrée en matière jusqu'à la fin, il nous prend, il nous met effectivement, il nous confronte à un certain nombre de vérités ou de ces analyses qui sont surprenantes. Par exemple, la manière dont il envisage l'Europe à travers trois moments de division historique, l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de 1949, l'Europe des droits de l'homme après 1968, ou l'Europe après la chute du mur de Berlin. Et il montre comment ces trois Europes s'effritent, mais je vais lui laisser la parole, donc il va vous expliquer tout ça. Et puis, je suis très heureux d'avoir comme débatteur Édouard Simon. Alors, Édouard Simon, il est... je ne peux pas revenir sur vos études forcément brillantes à l'ESSEC, votre MBA, votre doctorat de droit, dans un domaine juridique qui est important surtout. Alors, je ne me souviens pas où vous avez fait votre thèse, vous ne l'avez pas fait à Paris 1 ? Si, ce qui me semble. C'est donc à Paris 1 où effectivement il y a une tradition, notamment avec Stéphane Rodriguez ou avec d'autres, voilà, qui était votre directeur de thèse. Je ne le savais pas, bravo. Et où il y a une tradition justement à travers notamment des masters, des études spécialisées, de travailler sur ces problématiques de l'industrie de défense. Et votre thèse était consacrée au droit européen appliqué à la problématique de la politique d'acquisition des armements. Donc après un détour dans une entreprise, Isabelle, bonsoir. T'es pas la seule ce soir, t'es pas la seule. Et donc, après un détour dans une entreprise qui est par ailleurs partenaire de la chaire, donc je ne vais pas trop développer, mais donc une entreprise qui nous est chère. Il est aujourd'hui à Bruxelles en charge du bureau du think tank européen Confrontation.
Et donc je le remercie d'avoir accepté de débattre, d'introduire ce sujet. Je rappelle les règles du jeu, mais vous les connaissez bien. Je laisse d'abord la parole à notre conférencier pour le temps qu'il veut. Ensuite, une contradiction par notre second intervenant, et puis des questions qui sont posées. Et puis la dernière demi-heure qui est consacrée aux questions de la salle. Ivan, the floor is yours. Vous avez la parole, Ivan. Merci beaucoup. C'est un grand privilège. Maintenant, à presque 55 ans, je ne peux pas expliquer pourquoi je ne parle toujours pas français, donc je ne m'y tenterai pas. Mais bon, les Bulgares, on ne fait pas beaucoup de choses différentes. Et aussi, en gros, je vais vous présenter mon point de vue dans cette discussion sur l'Europe. En tant que quelqu'un qui ne sait pas grand-chose sur l'intégration européenne, parce que mon expertise était bien plus centrée sur la façon dont les choses se désintègrent. Professionnellement, j'ai parlé de la désintégration de l'Union soviétique, de la Yougoslavie. Maintenant, en vivant en Autriche, je me suis accoutumé aux conversations sur l'échec des Habsbourg. Donc, si je suis expert de quoi que ce soit, c'est plutôt de la fragilité des choses. Et en gros, voilà quel va être mon point de départ. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce que disait Yeats. Il disait « les choses se désintègrent, le centre ne peut pas tenir, le centre ne peut pas tenir, le manque de conviction, et on poursuit cela avec la plus intense des passions. » Et ça a été cité plus souvent que n'importe quel autre moment dans le premier semestre 2016 que pendant les 30 années qui ont précédé cela. Cela vous donne une compréhension de l'impression de crise qui circule en Europe. Et parce que, comme on pense souvent à l'avenir en essayant de réimaginer le passé, je vais essayer de vous offrir l'idée d'une Europe qui consiste en 3 projets. L'Europe d'après-guerre de 1945, l'Europe des droits d'après 1968 et l'Union unifiée d'après 1989. 3 projets en crise qui ont besoin d'être réinventés, et cela va expliquer certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant. Commençons par le point le plus évident dont on parle le plus. En gros, l'Europe comme projet d'après-guerre. L'histoire de l'Europe de Donichev s'appelle l'Europe d'après-guerre. Selon moi, il y a 3 significations complètement différentes à l'Europe d'après-guerre qui nous poussent à réinventer certaines de nos suppositions. Premièrement, après la Deuxième Guerre mondiale, les psychologues ont prouvé qu'il est très difficile de garder la mémoire d'un certain événement vivante, quelle que soit son importance, pendant plus de 3 générations. Et donc, de ce point de vue, si vous regardez les sondages, surtout chez les moins de 25 ans d'aujourd'hui, vous verrez que pour eux, la Deuxième Guerre mondiale, c'est de l'histoire ancienne. On a mené une étude dans les écoles allemandes qui montre qu'un tiers des jeunes Allemands pensaient que les droits de l'homme étaient aussi bien protégés pendant l'Europe hitlérienne, la RFA et la RDA. Ce n'est pas une nostalgie hitlérienne, c'est simplement que Hitler n'entre plus dans leurs souvenirs. C'est tellement éloigné que, quel que soit ce que fait le système pédagogique et quoi que fasse la culture, on voit cet effacement du souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, surtout quand on pense qu'il y a de moins en moins de rescapés de la Deuxième Guerre mondiale, donc on ne peut pas rentrer chez soi et parler à quelqu'un qui se souvient de la guerre. Je dis cela aussi, vu la diversité croissante de nos sociétés qui fait que ça devient un facteur complémentaire à l'effacement des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous allez parler à des Syriens qui vivent en Allemagne, lorsqu'ils parlent de la guerre, ils ne parlent pas de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde parle de sa propre guerre. On ne parlait pas du bombardement de Dresde, on parle plutôt de Damas. Je dis cela parce que ce genre d'argument classique tournant autour des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale qui continue, qui est un facteur cohésif de l'Europe, est de moins en moins fort. Et deuxièmement, ce qui est encore plus important,
il semble que l'après-guerre a une deuxième signification importante, à savoir que l'Union européenne est un projet d'après-guerre parce que l'Union européenne est fondée sur la supposition que la guerre n'est plus possible en Europe, pas dans le monde. Les Européens ne sont pas aussi angéliques, mais l'un des effets principaux de l'annexion de la Crimée par les Russes, c'est qu'on a réussi à se convaincre que la puissance dure n'est plus importante. Je ne crois pas que ce soit aussi fort en France que dans d'autres parties de l'Europe, mais c'est très fort en Allemagne. Et on s'est soudain rendu compte que la puissance dure n'est pas importante quand on ne l'a pas. Mais bon, c'est important quand on l'a. Et là, je crois que c'est devenu un choc véritable. Cela remettait en question la façon dont on voyait le monde. Ce n'est pas une question de puissance économique, de soft power. Soudain, le fait que la guerre ne soit plus possible sur le continent européen, eh bien, ça ne va plus autant de soi que cela. Et puis, j'ai vu des enquêtes qui n'ont pas encore été publiées par le Conseil européen des relations extérieures avec l'UGAF en 2014. Dans 14 des plus grands États membres de l'Union européenne, voilà 2 résultats qui vont vous sembler intéressants. Il y avait une question ouverte pour savoir quelles sont les plus grandes menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés les Européens. D'une certaine façon, cela montre qu'en Europe, on ne peut pas voir les États extérieurs comme menaces sécuritaires. Même dans un pays comme la Pologne, seuls 15% voient la Russie comme une menace sécuritaire. C'est un pourcentage qui est bien plus faible dans d'autres endroits. 4% par exemple pour la France, 5% en Allemagne. Et c'est la même chose pour la Turquie, la même chose pour la Chine. Aucune de ces 3 puissances, en gros, n'était perçue comme une menace pour la sécurité, pour plus de 10% de la population. Et la deuxième question que l'on posait était, en cas de confrontation majeure, entre premièrement les États-Unis et la Chine, et ensuite les États-Unis et la Russie, que devrait faire l'Europe? La majorité de chacun de ces 14 pays, y compris la Pologne, était convaincue qu'en cas de confrontation majeure, l'Union européenne devrait rester neutre. Paradoxalement, si vous vous tournez vers l'opinion publique, ce ne sont pas les décideurs ou les élites, eh bien, l'Union européenne a le profil de l'Autriche pendant la guerre froide. Culturellement, elle faisait beaucoup plus partie de l'Occident, mais elle ne croyait pas qu'il y aurait de grands conflits qui dépendraient d'elle-même. Et donc, je crois que paradoxalement, cette grande réussite du projet européen a pacifié les esprits européens pour que l'on sorte. La guerre de l'esprit est devenue un grand facteur de fragilité maintenant pour l'Union européenne et je suis convaincu que ça devient un grand problème, en particulier pour l'Allemagne. Le processus qui consiste à voir le monde en des termes autres que la sécurité pure et dure est un risque. Et donc, l'Europe d'après-guerre que je vois en crise est aussi une Europe post-américaine. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des personnes qui, mieux que moi, connaissent la nature des relations transatlantiques, mais j'ai eu la possibilité de pouvoir lire les archives Kissinger à la librairie du Congrès, et je ne sais pas à quel point c'est bien vu du côté européen, mais le président Trump n'est pas arrivé par accident, ce n'est pas quelque chose qui aurait émergé d'un coup dans la politique extérieure européenne. Et ensuite, une fois que Trump sera sorti de la Maison-Blanche, l'Amérique reviendra à ses anciennes habitudes. Il y a une évolution des pensées, de la mentalité européenne. Et sur certains points, le président Trump et les millénials qui ont vanté majoritairement contre lui ont partagé certains points de vue, à savoir que l'Amérique n'est pas exceptionnelle, que l'Amérique ne va pas être le leader du monde et donc l'Amérique devrait beaucoup plus se centrer sur ses propres intérêts. Et par conséquent, la nature de la relation euro-américaine ne peut pas continuer de suivre le modèle de la période d'après-guerre tel qu'on le connaît. Et ça n'est pas nouveau, mais du point de vue européen, si cela est vrai, eh bien, tout l'ordre post-Seconde Guerre mondiale et tout le projet européen
doit être revu parce que, selon ce projet, la guerre n'est pas possible en Europe. Et donc, pour cette Europe post-américaine, on pose une grande question. On parle d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Mais de quoi cela s'agit-il? Et je crois qu'il y a beaucoup de discussions sur la politique symbolique. Mais si l'on dépasse cela, ce n'est pas une question facile en se rappelant où est située l'opinion publique. Si on ne peut pas mobiliser l'imaginaire du public pour comprendre qu'il y a une menace et que c'est aux Européens d'y réagir, eh bien toute cette conversation ne va pas beaucoup évoluer. Et puis la deuxième Europe qui va connaître une grande transformation, c'est l'Europe des droits de 68. Samuel Moyn a écrit un livre qui s'appelait « La dernière utopie ». Et il disait que traditionnellement, les défenseurs des droits de l'homme disent que les droits de l'homme sont aussi vieux que l'homme lui-même. Et d'une certaine façon, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, la culture des droits de l'homme telle qu'on la connaît est tout à fait le résultat des années 70. C'était le fait qu'on avait quitté les idées de la révolution de 68, toutes les idées qui ont émergé. Donc l'idée des droits de l'homme était tout à fait liée au fait que l'on s'identifiait avec le point de vue de la minorité. Différents types de minorités, mais ce qui était important après cela, c'est qu'on commençait à se mettre à la place des minorités pour essayer de les comprendre mieux que possible et donc essayer de voir le monde par les yeux des minorités. Je dis cela parce que l'un des phénomènes qui se sont produits avec la crise migratoire, ça n'est pas que le langage des droits a disparu, je crois que ce serait injuste d'affirmer cela, mais ce qui a évolué, c'est qu'il y a une montée en puissance du discours des droits de la majorité, des majorités, culturelles, politiques et religieuses. Les majorités ont le droit de décider qui appartient à la communauté politique et quelles sont les conditions qui y sont associées. Et à mon avis, c'est un déplacement, un glissement culturel majeur qui, en profondeur, ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans les années 70, mais dans une direction différente cette fois. Et c'est tout à fait lié au fait que les Européens ont découvert que démographiquement, le continent européen se rétrécit. En 30 ans, environ 7% de la population du monde sera européenne. Et donc, c'est une perte de puissance économique et politique relative. Et donc, d'un coup, si auparavant vous vous perceviez comme une puissance, et que donc vous vous intéressiez beaucoup plus à ce qu'il ne fallait pas que vous fassiez aux autres. Et donc, à mon avis, l'émergence de ces majorités menacées se voit dans l'émergence de ces groupes de la majorité dans certains États qui ne pensent pas que dans les 20 ou 30 années à venir ne pourront pas préserver leur puissance, leur position de puissance, et donc ils commencent à se comporter comme des minorités avec toutes les craintes qui y sont associées. Je dis cela parce que je crois que de ce point de vue, la crise migratoire ne peut pas être réduite au nombre de personnes qui sont véritablement arrivées en Europe en 2015 et aussi au nombre d'étrangers que l'on a dans un pays. À mon avis, l'un des phénomènes qui joue un rôle de plus en plus important dans la politique européenne est quelque chose comme ce que j'appellerais la puissance de l'imaginaire démographique. C'est ce dont se sont rendus compte les Européens et ceux des PECOS ont été les premiers à se rendre compte. Dans un monde qui est très grand, très inégal, mais aussi très connecté, on sait tous comment vivent les autres dans les autres pays, eh bien la migration devient la nouvelle forme de révolution. Imaginez-vous que vous êtes un jeune, ou même pas nécessairement un jeune, qui vit dans un pays pauvre, mal gouverné. Si vous voulez changer votre vie, et vous savez tout à fait comment vivent les gens dans le monde entier, la chose la plus radicale que vous puissiez faire, ça n'est pas d'essayer de changer votre propre gouvernement, mais de changer de pays. Et ce genre de compréhension, ce comportement tout à fait radical, surtout lorsque les utopies collectives ne sont plus aussi fortes, là on parle des utopies nationalistes et gauchistes traditionnalistes au sens du XXe siècle, eh bien ce genre de décision individuelle, de
changer le monde pour vous-même en changeant physiquement de localisation, eh bien, cela change la façon dont les Européens perçoivent leur rôle dans le monde. D'un coup, si la migration, c'est la révolution du XXIe siècle, eh bien, beaucoup d'Européens se perçoivent comme une puissance contre-révolutionnaire. Ils voient des gens qui arrivent. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas? On ne le sait pas vraiment, mais d'une certaine façon, voilà l'imaginaire de la population qui produit un effet, même dans les pays où il ne va pas beaucoup y avoir d'afflux d'étrangers. Pour vous donner un exemple, avec les pays d'Europe centrale et orientale, ça revêt une importance tout à fait critique. Le résultat de ce grand glissement est que l'on passe aussi à ce qu'il se passe dans cette troisième Europe, l'Europe d'après 89, l'Europe unifiée dont on parle et qui est remise en question. Cela commence avec le fait que quand le mur de Berlin est tombé, le monde semblait être configuré pour remettre en scène la pièce Pygmalion de Georges Bernard Shaw. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est l'histoire d'une jeune fille pauvre qui est prise en main par un professeur de phonétique et en plusieurs mois, elle a appris à parler comme la reine et elle a été tout à fait intégrée dans la haute société. Et ça, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui a été beaucoup appréciée au début du XXe siècle et le public insistait pour que la fille se marie avec le professeur. Mais ensuite, Shaw a écrit une lettre ouverte au metteur en scène pour dire qu'il faut comprendre qu'elle n'épousera jamais le professeur. Parce que cette idée de reconnaissance et de son nouveau rôle dans le monde fait qu'il est impossible pour elle d'épouser le professeur. J'ai dit cela parce que les Européens de l'Est, pendant une certaine période, ont connu leur moment à la Pygmalion. On commence à ressembler beaucoup à l'Ouest en copiant leurs institutions, en copiant leur mode de vie. Et ça, c'est l'une des caractéristiques importantes de la Révolution de 89. S'il y avait une utopie de 89, c'était bien l'utopie de la normalité. Les Européens de l'Est voulaient être comme l'Occident, comme ceux de l'Ouest, avoir le même mode de vie, être des Occidentaux, être des gens de l'Ouest. Mais ensuite, il en a découlé trois choses importantes. Quelque chose qu'on a déjà évoqué concernant les migrations. Après chaque révolution, beaucoup de personnes quittent leur pays. Ça a été vrai après la révolution russe, lorsque les Russes blancs ont quitté le pays. Et puis, après la révolution française, les Français blancs ont quitté le pays. Mais c'était souvent les vaincus qui quittaient le pays. Après 89, ça a été la première révolution où les premiers à quitter le pays, c'était ceux qui ont accueilli à bras ouverts les changements, avec le plus de joie et de soutien. Les libéraux étaient les premiers à quitter le pays après la réussite de la Révolution parce que les révolutionnaires voulaient toujours vivre dans l'avenir. Et donc, si l'avenir de la Pologne, c'était l'Allemagne, pourquoi attendre que la Pologne devienne comme l'Allemagne? Autant aller en Allemagne. Et si vous regardez le profil des jeunes, les mieux éduqués, etc., et d'ailleurs, cela explique également certaines évolutions dans les comportements électoraux. Si vous regardez comment on a élu le président roumain actuel, vous allez voir que cette élection a été possible simplement parce que, de façon inattendue, il y a beaucoup de gens qui vivaient en dehors de Roumanie, 300 000 personnes, qui ont voté par correspondance. Et je dis cela parce que l'une des choses importantes qui se sont passées dans les PECO, et ce qui définissent la politique européenne, et ce qui n'a pas été vraiment reconnu à l'Ouest pour l'instant, à mon sens, c'est que l'Europe de l'Est est confrontée à un dépeuplement majeur depuis ces dernières années. Et ces migrations de l'Est vers l'Ouest ont atteint des proportions tellement importantes. Je vais vous donner des statistiques. Il est surprenant de voir à quel point ça n'est pas reflété dans la politique. En gros, les pays baltes ont perdu environ un tiers de leur population. Bien sûr, là, on parle de toutes petites nations. En gros, c'est la combinaison du vieillissement démographique, du faible taux de fertilité et d'un exode majeur. Et donc, ces 10 dernières années, 3,4 millions de Roumains ont quitté leur pays pour aller étudier, travailler et vivre à l'Ouest. C'est le deuxième plus grand exode après celui de la Syrie.
des dernières années. Plus de personnes sont passées d'Europe de l'Est en Europe de l'Ouest après la crise financière qu'il y a de personnes qui ont quitté le Moyen-Orient pour venir en Europe après la crise au Moyen-Orient. Là, on parle de chiffres tout à fait élevés. Dans mon propre pays, environ 21% de la population ne vit plus dans le pays. Et là, je ne parle même pas des Balkans qui ne font pas partie de l'UE, mais simplement pour vous donner un aperçu des proportions. 53% de ceux qui sont nés en Bosnie-Herzégovine ne vivent plus en Bosnie-Herzégovine. 38% de ceux qui sont nés en Albanie n'y vivent plus. 24% pour la Macédoine. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, parce qu'il y a eu 3 séquences très importantes dans ce grand déplacement de population qui façonnent d'une certaine façon les évolutions politiques que l'on constate en Europe. Premièrement, du point de vue économique. En gros, les PECO ont commencé à connaître ces dernières années une grande crise du marché du travail. À telle enseigne que, peut-être, savez-vous quel est le pays qui a reçu le plus de migrants pour des raisons de travail en Europe? Eh bien, c'est la Pologne. 1,5 million d'Ukrainiens vivent maintenant en Pologne. Et donc, de ce point de vue, les Européens de l'Est vivent dans certains pays, comme la Pologne, eh bien, ils quittent leur pays, mais d'un autre côté, tous les modèles économiques des PECO qui étaient fondés sur des salaires faibles et des taxes faibles ne peuvent plus fonctionner parce qu'il n'y a plus de personnes à embaucher. Et ce n'est pas simplement que l'on perd la main-d'œuvre, ce qui est le plus important, c'est que le résultat de cette émigration fait que certaines des institutions publiques critiques entrent dans une crise majeure, et là, le plus important, c'est la santé publique. Je dis toujours cette blague, mais c'est important. Il est plus facile de trouver un politicien efficace et honnête en Europe de l'Est que de trouver une infirmière à recruter. Il n'y a plus d'infirmières. C'est encore pire qu'avec les médecins. Mais voyez-vous, pour le peuple et surtout pour la population vieillissante, voilà ce qu'ils peuvent constater. Et c'est une histoire très importante parce qu'il y a certaines parties du pays où il n'y a plus personne pour s'occuper de vous. Et le deuxième effet de cette grande perte démographique est politique. Lorsque les gens disent, eh bien, pourquoi est-ce que les partis libéraux dans les PECO s'en sortent si mal? Eh bien, parce que leurs électeurs ont quitté le pays. On se comporte toujours comme si, à chacune élection, des prochaines élections, ce sera le même électorat. Mais ça n'est pas vrai. Quand il y a de tels mouvements de population, eh bien, vous allez observer que ce genre d'évolution démographique entraîne certaines conséquences électorales et donc certains résultats politiques qui peuvent sembler surprenants pour certains. Mais ensuite, psychologiquement, n'oubliez pas, certains des PECO, surtout du point de vue économique, s'en sortent bien mieux que des pays d'Europe du Sud. Bien sûr, l'exemple traditionnel, c'est la Pologne. La Pologne n'a pas connu la récession, même en 2008-2009. C'est le pays avec l'économie en développement le plus rapide ces 10 dernières années. Donc, ce qui est important, ce n'est pas simplement la croissance de l'économie, mais il y a un recul des inégalités sociales. Et même avec les gouvernements récents, il y a eu plus de redistribution, et donc c'était moins le cas. Et quand vous vivez dans un pays où 40 ou 50% des jeunes envisagent de partir, d'émigrer, eh bien, la réussite a un goût différent. Ce n'est pas quelque chose que l'on voyait, c'est ce qu'on voyait dans les zones rurales dans les années 60-70, lorsqu'il y avait un exode rural. Vous vivez dans des endroits qui ne sont pas prestigieux, qui n'ont pas l'air importants, et ça va créer une ambiance bizarre qui fait qu'il y a un soutien très fort pour le discours nationaliste et aussi pour les partis nationalistes. Pourquoi je dis ça? Eh bien, là, je vais vous donner des données, justement. L'une des choses les plus importantes qu'on ne comprend pas lorsqu'on parle des réactions négatives très fortes à la crise des réfugiés dans les PECO, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de réfugiés dans les PECO, en tout cas maintenant,
Et même selon les sondages, il y a plus de Hongrois qui affirment qu'ils ont vu des ovnis dans leur vie que des Hongrois qui pensent avoir personnellement rencontré un réfugié. Et dans des endroits comme l'Italie, la Grèce ou d'autres, où il y a beaucoup d'étrangers, eh bien, ça n'est pas vrai en Europe centrale et orientale. Mais la réaction des habitants des PECO n'est pas une réaction à l'immigration, mais à l'émigration. Et donc, si l'on pose la question de savoir qu'est-ce qui vous inquiète le plus, la peur des étrangers qui arrivent dans votre pays ou la peur de votre propre population qui émigre, eh bien, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, la majorité dit qu'elle craint plus le fait que leurs propres ressortissants quittent le pays et qu'il y ait des étrangers qui arrivent. Mais ce qui m'a surpris, ce qui vous surprendra également, c'est que se vérifie aussi pour l'Italie et l'Espagne. Il y a plus d'Italiens qui déclarent qu'ils s'inquiètent plus du fait que des Italiens quittent le pays que d'Italiens qui craignent des gens qui viennent de l'extérieur. Et là, on parle de l'Italie et de l'Espagne, où il y a un nombre assez élevé d'étrangers, donc où il y a une vraie crise. On se rend compte qu'il y a 1 million d'Italiens qui ont quitté l'Italie depuis les 10 dernières années. Donc là, ils savent de quoi ils parlent. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que parmi les principales différences auxquelles est confrontée l'Europe actuellement, des différences en matière de culture, de structure de l'économie, d'histoire des pays. L'une des différences dont on ne parle pas beaucoup est une différence importante dans la composition ethnique entre les sociétés de l'Ouest et de l'Est. Au début du XXe siècle, il y avait 2 Europes. Une Europe qui était homogène ethniquement parlant, et ça c'était l'Europe de l'Ouest, la France, l'Allemagne. L'Europe de l'Est était tout à fait multiculturelle et multireligieuse. C'était l'Europe des Habsbourg. Les pays d'Europe de l'Est, celle de Joseph Roth, ils souffraient tellement de la perte de l'Empire et de ce milieu cosmopolite qu'il a passé les années 20 et 30 à arpenter les salons, les halls des hôtels, parce que c'était les derniers restes de l'Europe des Habsbourg. C'est là qu'ils vivaient encore. Mais dans l'entre-deux-guerres, pour beaucoup de nouveaux États indépendants d'Europe centrale et orientale, les minorités culturelles et ethniques étaient vues comme un problème sécuritaire. Les minorités allemandes, en Pologne ou en Tchécoslovaquie, ce qui a entraîné la guerre. Et pour vous imaginer quelle a été la grande évolution par rapport à maintenant, rappelez-vous qu'en 1939, 1/3 de la population polonaise n'était pas ethniquement polonaise. Des Allemands, des Juifs, des Ukrainiens. Et actuellement, plus de 96% de la population polonaise est d'origine polonaise. Et donc, là encore, on a 2 Europes. Une qui est très homogène ethniquement et une qui est très diverse ethniquement. Mais ça s'est inversé. Après la Deuxième Guerre mondiale et la purification ethnique qui s'est ensuivie, ce n'est pas le fait des Européens de l'Est, ça leur a été imposé, mais vous avez une très grande homogénéité ethnique en Europe de l'Est et une plus grande diversité en Europe de l'Ouest. 2 données, 2 pays qui sont presque voisins avec une histoire commune, pour vous donner une idée, une illustration de ce dont je parle. 14% des citoyens autrichiens, là on parle des citoyens, ceux qui ont la citoyenneté. 14% des citoyens autrichiens ne sont pas nés en Autriche. C'est un pourcentage plus élevé qu'aux États-Unis. La plupart d'entre eux étaient nés dans les pays voisins, ils venaient de Yougoslavie ou d'autres endroits. Surtout du point de vue de la diversité raciale, l'Autriche est encore très blanche, mais on parle de 14%. 50% des étudiants dans les écoles viennoises ne parlent pas allemand comme première langue. Ils ne parlent pas du tout allemand. En même temps, 4% des citoyens hongrois ne sont pas hongrois. Mais la plupart d'entre eux sont des Hongrois qui sont nés en Serbie ou en Roumanie. Donc, côte à côte, vous avez 2 pays
qui ont une histoire assez semblable, mais du point de vue de la composition ethnique et des problèmes que cela entraîne, ils sont très différents. Et de ce point de vue, ça c'est quelque chose qui m'a semblé très important lorsque l'on parle des différences entre l'Est et l'Ouest, et c'est quelque chose que je souhaitais évoquer. À l'Ouest, le plus grand problème avec la migration, c'était de savoir comment gérer la diversité. À l'Est, c'était comment l'empêcher. Si vous parlez des murs, le véritable mur que veut construire M. Orban, ce n'est pas entre la Serbie et la Hongrie, mais entre la Hongrie et l'Autriche. Parce que 600 000 personnes ont quitté le pays depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Par conséquent, la Hongrie est confrontée à un problème très semblable à la RDA en 1961, lorsque on a construit le mur de Berlin. Si vous conservez le même genre de proportion de personnes qui quittent le pays, eh bien, économiquement, ça n'est pas durable pour le pays. Et par conséquent, les gouvernements des PECO commencent à utiliser des rhétoriques nationalistes et le problème de l'homogénéité ethnique comme avantage compétitif, pas pour empêcher les étrangers d'arriver, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui affluent vers votre pays, mais pour empêcher vos propres ressortissants de partir. Ça, c'est un problème important pour bien comprendre les enjeux pour les prochaines élections européennes, où là, pour la première fois, les gens vont se rendre compte que l'émigration est un problème bien plus important en Europe de l'Est qu'on ne le pensait avant. Et puis, il y a une autre chose, la réaction constatée dans certains de ces pays, c'est que du fait de ce processus d'imitation des institutions occidentales, des normes, tout cela, l'invitation en quelque sorte du monde occidental, enfin de l'Europe occidentale, à un moment, les pays ou les sociétés d'Europe centrale et orientale ont commencé à souffrir d'être traités comme des imitateurs. Je vais vous donner un exemple d'un film hongrois pour vous donner une idée. Le film s'appelle Sing. Alors, c'est un court-métrage qui a eu un Oscar, et c'est l'histoire d'une école à Budapest, en Hongrie donc, et une jeune fille, dans les années 90, va à cette école parce que il y a donc une chorale de grande qualité. Donc, son rêve, c'est d'intégrer cette chorale. Et elle est invitée à s'y joindre, mais sa meilleure amie se rend compte que même si elle est intégrée à la chorale, elle ne fait qu'ouvrir la bouche. Elle ne chante pas. Et on lui demande, mais pourquoi? Et elle dit, ben voilà, la prof nous dit, parce que nous sommes rivales et qu'il y a un concours, et pour remporter le concours pour la Suède, il faut être meilleur que les autres. De ce fait, parce que je ne suis pas compétitive, je vais m'associer au groupe, mais je ne ferai qu'ouvrir la bouche sans chanter vraiment. Bon. Et bon, ça c'est une analogie, mais vous avez pas mal de gens qui ouvrent la bouche, parce que du monde extérieur, ça a l'air très inclusif, mais en fin de compte, seuls les bons chanteurs ont le droit de chanter. Et donc, à la fin du film, le prof arrive et plus personne ne chante, les membres de la chorale ne font qu'ouvrir la bouche par solidarité avec cette jeune fille, et ne se remettent à chanter qu'après le départ du prof. Bon, et là, on voit ces pays d'Europe centrale et orientale qui ont l'impression d'être limités à simplement ouvrir leur bouche sans chanter. Et entre l'Est et l'Ouest, entre imitateurs et imités, il y a une relation asymétrique, parce qu'on suit un modèle, certes, mais le modèle vous sanctionne constamment, vous dites, vous juge sur la qualité de l'imitation. Or, cette relation asymétrique fonctionnait quand ces pays voulaient entrer dans l'Union européenne, mais une fois qu'on y est entré sur un pied d'égalité, alors que le jeu d'imitation reste encore présent, alors la tentation, c'est de montrer sa souveraineté en rejetant les règles communes. C'est ce qu'on voit en Pologne, en Hongrie, dans d'autres pays de l'Est. Et évidemment, ces pays sont tous différents les uns des autres. On ne peut pas les mettre sous la même étiquette. Mais enfin, pour l'Union européenne, cela entraîne des conséquences. La conséquence la plus importante, c'est que si les petits pays d'Europe de l'Est
définissent leur souveraineté comme étant leur capacité à résister aux politiques européennes communes, alors cela entraîne un problème qui était celui que les Habsbourg avaient connu à un autre niveau et à une autre échelle. Mais enfin, l'Europe souveraine dont parlait le président Macron, évidemment, d'un point de vue de pays occidentaux, les choses sont assez simples parce que on compare sa souveraineté aux grandes puissances du monde, la Russie, la Chine, les États-Unis. Mais l'Europe est la création d'un grand nombre de petits pays où l'idée de souveraineté s'exprime à travers, la définition de l'Union européenne. Alors, j'en viens à la fin de mon intervention. Vous avez donc 3 Europes qui, chronologiquement, se sont suivies. Celle qui a suivi la Deuxième Guerre, celle qui a suivi 68 et enfin celle qui a suivi 89. Et en fait, ces 3 Europes sont devenues les victimes de leur propre succès. Je m'explique. Nous avons réussi à pacifier, à apaiser l'esprit, l'âme européenne, mais maintenant que le reste du monde fonctionne différemment de nous, on a du mal à s'adapter au reste du monde. Ce monde où la puissance évolue différemment. On voit d'ailleurs dans les relations tendues avec la Turquie, la Russie. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan des droits, le langage des droits a fait partie de l'ADN du projet européen. Mais on s'intéressait davantage aux droits des individus, des minorités. Maintenant, c'est devenu le droit des majorités qui façonnent les politiques. Et enfin, le succès de l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale, qui était considéré comme étant l'aboutissement d'une imitation de l'Ouest par l'Est, ce qui ressemblait, disons, au mythe de Pygmalion devient celui de Frankenstein, où vous avez ces régimes-là qui deviennent problématiques pour les démocraties occidentales. Alors, de ce fait, peut-être que le plus gros problème maintenant pour l'Union européenne, c'est d'essayer de redéfinir ces projets. Et d'abord, il faut se voir dans quelle mesure l'Union européenne peut se considérer comme un pouvoir souverain en termes stratégiques et militaires. La relation franco-allemande à ce sujet sera évidemment d'une grande importance. Je m'intéresserai de voir ce qui se passera si l'Europe décide d'investir dans la puissance nucléaire française, même à un niveau symbolique. Pour ce qui est maintenant du problème de la montée des majorités ou des voix majoritaires, on se dit que le centre droit, aujourd'hui, se heurte à un problème qui n'est pas sans rappeler celui du centre gauche dans les années 70. Pourquoi ? Parce que écouter certains discours apocalyptiques sur la montée de certains partis populistes en Europe, j'essaie de me dire, mais à quoi ressemblait le monde lorsque, dans les années 70, il y avait un pouvoir beaucoup plus conservateur, où c'était l'extrême gauche qui était considérée comme une menace. Finalement, comment on se débrouille pour réintégrer des groupes, disons, aux extrêmes du damier politique? Dans les années 70, vous aviez un tout petit pourcentage de la population qui était en faveur de l'armée rouge, mais pourtant, et parce qu'il faut voir que le niveau de violence était beaucoup plus élevé à l'époque des années 70 qu'aujourd'hui, mais le centre-gauche a réussi finalement à intégrer cette extrême-gauche, ou en tout cas certaines des idées ou des revendications qui étaient légitimes, qui venaient pourtant de ces extrêmes du spectre politique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le centre droit pourra intégrer certaines des idées de l'extrême droite, ou en tout cas les apprivoiser en quelque sorte, les légitimer En tout cas, c'est l'un des grands enjeux politiques. Quant à la relation Est-Ouest, cette relation ne va pas se construire sur le vieux modèle de l'imitation, c'est clair. Par contre, se dire que l'Europe de l'Est a abandonné le projet européen traduit une méconnaissance totale de la pensée de l'Europe de l'Est. Si moi, en tant que citoyen d'Europe de l'Est, je suis européiste, le pays de prédilection sera la Pologne. La Pologne qui a pu prospérer sous l'Union européenne malgré des pouvoirs eurosceptiques autour de lui. Et en fait,
ce que l'on voit, c'est que dans ces pays-là, il y a surtout une méfiance envers les élites locales corrompues. Et quand on voit les résultats des élections en Hongrie, on voit que ce n'est pas la migration, mais la corruption qui était le réel problème contre lequel les voix se sont élevées. Donc là, on va voir les choses bouger. L'Europe centrale et orientale ne va pas changer. Enfin, vous n'allez pas avoir, disons, une Europe libérale d'un côté et illibérale de l'autre. Vous avez il y a, disons, une dimension d'Europe centrale et orientale dans toutes les régions d'Europe et qui font partie du paysage politique de toute l'Europe. Voilà, je m'en tiendrai là, mais je voudrais quand même conclure avec une petite anecdote. Et alors, contrairement à d'autres pays, pour l'Union européenne, finalement, la position la plus difficile, c'est de formuler une stratégie, disons, une politique stratégique. C'est beaucoup plus difficile de le faire à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et là, de ce point de vue-là, l'Europe est très différente des États-Unis ou de la Russie ou de la Chine. Comment construire une culture stratégique? Parce qu'il faut à chaque fois tenir compte de toute l'histoire de la dynamique ethnique et politique qui a construit le passé de ces pays. Je vous remercie de votre attention.